est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je suis Olivier Martinery, ancien étudiant de IMT Business School au siècle dernier. Je suis actuellement directeur du pôle conseil dans une société qui s'appelle Clever Edge. Et j'ai la chance, depuis pas mal d'années maintenant, d'intervenir à l'incubateur IMT Starter en coaching sur différentes startups prometteuses. Est-ce que tu as travaillé avec des entrepreneurs qui démarraient vraiment leur activité et les accompagner sur les premiers pas de la réflexion, l'idée de détailler ces idées? C'est quelque chose que tu as fait par le passé? Tout à fait. Alors, je l'ai déjà fait pour moi-même, parce que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs aventures entrepreneuriales. La première a commencé pendant que j'étais à l'IMT Business School pendant mes études, où j'ai pu monter avec d'autres amis un fournisseur d'accès Internet qui s'appelait Club Internet, qui aurait eu 25 ans aujourd'hui. Donc là, c'était une création d'activités au sein d'un grand groupe. Et puis après, j'ai monté une agence web, une petite agence web dans les années, fin des années 90, où du coup, là, par contre, il y avait beaucoup de choses à créer, à réfléchir et justement des orientations à choisir. Et enfin, j'ai monté ma société d'expertise e-commerce voilà, pendant 14 ans, où là aussi, il a fallu essayer de poser quelques jalons au début, de choisir un marché, de faire un certain nombre de choix stratégiques et puis ensuite de voir dans quelle mesure on s'y tenait. Donc, fort de ces expériences, effectivement, au sein de l'incubateur, j'interviens souvent dans des projets qui sont assez en amont, où même le modèle d'activité n'est pas toujours parfaitement défini, ou en tout cas, il est encore très malléable. En tout cas, il évolue quasiment au fil des rencontres avec des premiers prospects, des premiers partenaires. Donc, oui, j'ai eu cette occasion d'être en accompagnement assez tôt. Pour une startup qui vient de découvrir l'idée qu'elle veut développer, qu'est-ce que tu suggérerais comme méthode, comme outil peut-être, pour commencer à poser ses idées sur papier? Comment est-ce qu'on commence par s'organiser? Alors, c'est une bonne question. Et, on remarque déjà que sur un certain nombre d'entrepreneurs, ce n'est pas toujours une question qui se pose. C'est-à-dire la formalisation, alors d'abord de l'idée, et puis autour de l'organisation qui va avec, de l'entreprise à créer. Parce que de passer d'une idée à une entreprise, c'est pas simple. Donc, il y a une Bible, hein. Je vais la montrer une fois pour faire de la pub. Voilà, ça, c'est la Bible. Si on est entrepreneur, il faut lire ça. On ne va pas perdre son temps. Au pire, ça ne servira pas. Au mieux, ça ancrera quelques idées quand même quelque part dans un coin de la tête. Cette Bible, elle définit quoi? Elle dit que c'est intéressant de mettre sur une feuille de papier, un grand poster, tout ce qui va caractériser l'activité que l'on veut monter et donc l'entreprise qui va avec. Ça veut dire qu'on va essayer de lister des choses très importantes, que des choses très importantes, c'est pour ça que ça tient sur une feuille, à commencer par ce qu'on va définir comme la proposition de valeur. Donc, c'est une façon de justifier quelque part une idée, c'est-à-dire de comprendre, de détailler, et justement de travailler, de réfléchir encore et encore sur est-ce que cette idée est viable, c'est-à-dire est-ce qu'elle a un intérêt. Donc, est-ce qu'elle va aider à résoudre des problèmes, je ne sais pas, à produire mieux, à produire plus vite, ça va aider. Donc, en général, on va essayer de trouver des gens, que ce soit des entreprises ou des particuliers, ou des administrations, qui ont des problèmes à régler, des challenges, des choses qui ne sont pas forcément des problèmes, mais des process qu'on pourrait améliorer. Et de mettre en face, justement, eh bien, cette formidable idée que l'entrepreneur a eue,
qui va consister en des produits physiques, des produits matériels, des logiciels installés, des logiciels en mode SaaS, des brevets, tout autre type on va dire, de matérialisation d'une idée qui peut répondre à un besoin ou un problème. Et ça, essayer de formaliser ça, c'est un exercice très compliqué, mais très vertueux. Parce que quand on a fait ce travail de dire je vais aider certaines personnes, organisations, grâce à une innovation, ben on va devoir se poser plein d'autres questions autour. Et ces questions, donc qui rentrent dans ce qui s'appelle le business model canvas, c'est autour de cette proposition de valeur de dire à qui je vais m'adresser. Donc à qui je vais m'adresser, c'est-à-dire à qui pourrait être intéressé par cette idée. Alors, en général, c'est mieux de commencer par l'inverse. Hein. Je sais à qui je m'adresse, voilà le problème que je vais résoudre. Mais bon, globalement, on va réfléchir cependant à quelle est la typologie de clients. Est-ce que c'est des clients grand public, individuels? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des employés? Est-ce que c'est un marché de masse? Est-ce que c'est un marché de niche? Que ce soit hein, pour le grand public, pour les entreprises, hein, ça s'applique aussi. Parce qu'en fonction de ces segments clients, ben, je vais pouvoir en tirer un certain nombre d'enseignements. Par exemple, est-ce que ce sont des clients, je ne sais pas, très fortunés ou très, très dépensiers, auquel cas ben, je vais pouvoir avoir une offre assez riche et du coup assez chère. Ou au contraire, je suis sur un marché de masse, sur un produit vraiment de base, donc du coup, ben, je vais espérer en vendre beaucoup, mais pas très cher. Donc, c'est très important de bien comprendre à qui je vais m'adresser et de l'écrire. En fait, dans tout cet exercice, on va se poser plein de questions. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je leur vends? Combien ça coûte ou comment ça coûte? Et puis, de quoi j'ai besoin de mon côté pour m'organiser? Quelles sont les ressources de l'entreprise? Quels sont les besoins financiers? Mais tout ça, ce qui est important, c'est de pouvoir l'écrire et de pouvoir le faire évoluer, mais pas juste l'avoir dans la tête soi-même tout seul. Et il y a plusieurs vertus à ça que je vais pouvoir détailler un peu après si tu veux. Oui, je pense que c'est un point dont on peut parler tout de suite, c'est les bienfaits, la nécessité de formaliser. Souvent, je pense que les entrepreneurs se disent, ah, mais de toute façon, tout ça, je le sais, mais le fait d'écrire, ça permet de préciser la pensée et de partager. Exactement, exactement. Et c'est important parce que on voit souvent, et à l'incubateur, on le voit très régulièrement, euh, tant qu'on n'est pas dans une activité qui tourne, entre guillemets, donc vraiment des revenus récurrents, euh, ben, on réfléchit. Et les entrepreneurs, sauf à être tout seul, mais ce qui est quand même rarement le cas, dès qu'on est deux, trois, puis un peu plus, ben, tout le monde n'est pas aligné. Enfin, il n'y a pas un alignement naturel et spontané. Donc il faut parler, parler, parler. Sauf que parler, c'est bien, mais ensuite chacun va réfléchir un peu de son côté et d'essayer de trouver une façon de formaliser ça, même cette façon régulière, c'est-à-dire que ce n'est pas un document, on le fait, et puis comme on faisait avant, un business plan, 60 pages, et puis on le met dans un coin, et puis plus personne ne va jamais le regarder. Et quand on le regarde par nostalgie, on se dit, oh là là, on n'a absolument rien fait de ce qui est écrit là-dedans. Donc là, l'idée, ce n'est pas ça, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus basique, mais qui va permettre d'aligner les, les associés, ce qui est donc plutôt facile parce qu'ils ont envie, parce que c'est normal, ils sont tous autour d'un projet commun. Mais déjà, le fait de l'écrire, de le concrétiser, ça peut amener un certain nombre de questions et de débats internes qui sont du coup très salutaires. Mais surtout, comme tu le dis, le but, ça va être de le partager donc, au sein de l'entreprise qui est en train de se créer et autour. Donc autour, ça peut être aussi bien des clients, parce que les premiers clients sont toujours un peu particuliers. On a besoin de quelque part, de les faire rentrer dans ce qu'on a en tête, de les faire adhérer au projet. Ça va être un besoin pour voir des investisseurs quand on en sera là. Au début, on ne commence pas par ça. Mais à un moment ou à un autre, c'est important de pouvoir très simplement dire voilà ce qu'on fait, voilà qui on s'adresse et voilà comment on va gagner de l'argent. Et puis, c'est important pour nous, enfin moi je l'ai vécu à titre personnel, et puis ensuite je le vis à l'incubateur, vis-à-vis des coachs,
je ne sais pas comment on peut les appeler, enfin de toutes les personnes qui vont être autour de la startup pour l'aider. Parce que c'est difficile d'aider si on ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc, c'est un moyen, on va dire, tangible de partager de l'info. On peut faire des réunions, les entrepreneurs, les porteurs de la société vont expliquer leur idée, puis ils vont repartir, et puis 2 mois après, on se retrouve, alors vous en êtes où? Ah, super. Et voilà, c'est plus simple de se dire, ah, super, mais par contre, ce n'est pas du tout ce que vous nous avez présenté. Donc, ce qui n'est pas grave, hein. Justement, au début, on va beaucoup expérimenter, mais c'est bien de le noter, parce que peut-être que du coup, au début, on voulait vendre une offre particulière à des gens particuliers, puis au fur et à mesure des premières rencontres avec les premiers clients, ben, on bouge, on ne parle pas de pivot, hein. Au début, on n'en est pas là, on adapte, mais du coup, on avait peut-être plein d'autres idées qui ne sont plus du tout justement en corrélation avec là où on est aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, c'est une sorte de photo qu'on peut prendre de façon un peu régulière et qu'on peut surtout partager avec des amis, entre guillemets, enfin des personnes qui vont vouloir aider au développement de la startup. Alors, le business model Canva, il a plusieurs rubriques. Il y en a qui peuvent être difficiles à répondre, à remplir pour certaines startups qui démarrent, comme les partenaires clés, par exemple. Et est-ce qu'il y a des sections qui sont particulièrement importantes à détailler et à mettre à jour dans les premières phases de la création? En fait, oui, toutes les parties sont importantes, mais en général, on les fait dans un ordre qui est quelque part un ordre d'importance. C'est vraiment, on va commencer par, en gros, les typologies de clients et l'offre, puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'idée. Mais très vite, il va falloir qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire chez nous en termes d'organisation. Et ça, effectivement, les startups ont beaucoup plus de mal. Dire, bah, OK, quelles sont les ressources? Ah, bah, on est 2, moi je fais le commercial, lui il fait la techno, c'est bon. Bah, en fait, c'est pas bon. Enfin, rapidement, ça ne va pas suffire, on s'en doute. Et donc, il va falloir étoffer l'équipe. Et là, souvent, c'est ah, mais je ne sais pas de quoi j'ai besoin, ou de qui j'ai besoin, ou de quel genre de ressources j'ai besoin. Je ne sais pas si je dois tout développer en interne ou au contraire, si je dois tout externaliser à un partenaire parce que je développe un logiciel, donc j'ai l'impression que si je ne le fais pas moi-même, ce n'est pas une bonne idée. Ou à contrario, j'ai l'impression que si je le fais moi-même, ben, je n'ai pas forcément le super expert, ou mieux que j'aille voir des experts. Donc oui, il y a des parties qui sont moins évidentes parce que c'est plus des parties où il va falloir avoir, enfin, où ça aide d'avoir de la maturité ou pas mal de retours d'expérience. Je pense que c'est là où, typiquement, un incubateur peut aider. Et puis, il y a une autre partie qu'on voit vraiment souvent très, comment dire, malmenée, qui est la partie prix, enfin, offre de prix. Donc, ce qui s'appelle dans le business Canva les structures de revenus ou les flux de revenus. Donc, comment on gagne de l'argent. Et on a souvent pas mal de surprises quand on regarde, par rapport à une bonne idée, une bonne équipe, comment ils veulent vendre ce qu'ils ont inventé. Parce que là, souvent, c'est aussi, j'ai été voir des trucs sur Internet, tiens, aux US, ils font comme ça, je vais faire pareil, et puis on verra. Donc il n'y a pas de réponse simple. C'est juste que c'est finalement quelque chose qui est hyper important. On a beaucoup de startups, évidemment, qui sont plutôt dans l'offre logiciel par abonnement, donc le mode SaaS, parce que voilà, parce que c'est très à la mode, et puis on pense que c'est une tendance quand même assez durable. Mais du coup, pour une offre donnée, on a des gens qui vont dire, oh, ben, je vais le vendre 10 € par mois, ou 100 € ou 1000 par utilisateur, ou ah bah non, tout est limité. Et alors là, on a des écarts donc énormes. C'est-à-dire si à la fin, on prend son Excel, on essaie de simuler un peu un nombre de ventes ou d'abonnements et qu'on multiplie par ce modèle, voilà, on a des écarts avec 1, 2, 3, 4 zéros. Donc c'est finalement vraiment pas simple d'aller fixer un prix, ou c'est pas un prix, hein, c'est un modèle de prix. Et ça, c'est vraiment, c'est assez étonnant parce qu'on se dit, ouais, c'est le truc, c'est le plus simple, enfin, mais pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une case qui est compliquée. Alors nous, on n'arrête pas de dire, hein, j'en profite du coup pour le dire une fois de plus, quand on démarre, il ne faut pas vendre gratuit. Voilà, c'est déjà un premier conseil. Il ne faut pas que le prix, ce soit, on fait 0 la première année parce que le but, c'est d'avoir des clients à tout prix. Voilà. Sauf que quand on vend une offre à 0,
La perception, c'est souvent, si c'est 0, ça ne m'engage pas, de contracter quelque part, mais par contre, ça ne m'oblige pas du tout à l'utiliser. Et en fait, on va avoir des clients pas très, très intéressés. Et puis, il y en a aussi qui vont dire, si ça coûte 0, ça vaut 0. Donc voilà, il y a des conseils, il faut aller plus loin, on ne peut pas juste s'arrêter là, mais en tout cas, voilà, cette détermination des modèles de revenus, elle est vraiment beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est une distinction qui est très importante entre la structure de coût, le business plan et le business model. Ça peut prendre du temps pour qu'une startup découvre son business model. Comment est-ce que tu pourrais suggérer qu'elle accélère la découverte du business model adéquat? Comment est-ce qu'elle peut être ouverte aux différentes rencontres, aux éléments nécessaires pour vraiment trouver son propre modèle? L'accélération de la découverte va se faire par l'accélération des rencontres. C'est-à-dire que la meilleure façon d'avancer, dès lors qu'on a une idée, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à l'éprouver, donc à la partager, à recueillir les feedbacks, donc aussi bien avec un incubateur, mais ça c'est l'idéal, mais autour des financiers au sens très large, et surtout des clients et prospects, voire même un peu des concurrents, des partenaires. Il faut parler de l'idée. Alors souvent on dit, oh là là, j'ai peur, si je parle de l'idée, on va me la voler. Bon, je pense que c'est plus un débat. S'il y a une bonne idée, ça vaut le coup d'en parler parce que de toute façon, d'autres le feront quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas l'idée seule, justement, c'est l'idée et son exécution qui valent. Donc, il faut en parler pour justement, le plus rapidement possible, faire un certain nombre de premiers choix. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des startups qu'on a accompagnées pendant tout le cycle et ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de suite, parce qu'en fait, elle avait une idée, elle est allée assez loin dans son idée, elle a essayé de trouver un premier client qui lui a dit « Ah, c'est pas mal votre idée, mais moi, je voudrais plutôt ça, ça, ça et ça. » Donc, qui défigurait mais totalement l'idée de base, on était à l'opposé. N'ayant pas d'autres clients ou pas d'autres rencontres, l'entrepreneur dit « Oh, d'accord, je vais faire ça. » Sauf qu'après, pour aller démarcher d'autres clients, c'était plus le bon discours. En fait, il avait résolu le problème d'un client. Mais il avait... Voilà, donc, pour répondre à la question, vraiment, il faut multiplier les rencontres. Il faut en parler à tout le monde, à son voisin, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis, surtout, alors, il faut en parler à tout le monde, mais il faut écouter plus que tous les autres, évidemment, les clients potentiels. Voilà, tous les autres vont donner des informations qui peuvent être intéressantes. Les clients potentiels, c'est la base. Il faut aussi se rappeler que quand on va démarrer la startup, on ne va pas lever de fonds, on ne va pas avoir d'argent gratuit, parce qu'on va devoir faire la preuve que ça vaut le coup d'investir. Et la preuve que ça vaut le coup d'investir, ça revient à avoir des clients, d'une part, et des clients qui payent, d'autre part, même s'ils ne payent pas beaucoup, pas autant qu'ils devraient, etc., mais qui payent. Et un client, ça rapporte bien plus que de l'argent. Donc, par rapport entre un client et un investisseur, qui dans les deux cas vont nous ramener, je sais pas, 50 000 € sur une année, admettons, voilà. Évidemment, le client, il va nous rapporter beaucoup plus de l'énergie positive, des références pour les suivants, une preuve de valeur que notre offre a un intérêt, puis éventuellement d'autres projets, d'autres services avec le même client, qui va nous faire rencontrer d'autres personnes qui lui ressemblent. Enfin, voilà, les clients, c'est vraiment ce qu'il faut privilégier avant tout, avant tout, avant tout. Et notamment, par exemple, avant de développer. Je fais un petit aparté. Avoir une idée, c'est bien. Si c'est une idée technologique, c'est souvent le cas, très bien. Maintenant, dire je vais développer l'intégralité de mon service ou 80% de mon service avant de le vendre, c'est dommage. Parce que peut-être qu'au bout de 10 rencontres, on va se rendre compte qu'il y a la moitié de l'idée qui est une super idée, et puis l'autre moitié qui est soit pas nécessaire, soit une mauvaise idée, ou qui va nous faire perdre certains clients qu'on aurait pu avoir si on ne l'avait pas fait. Et du coup, on a déjà développé, on a déjà passé du temps, et le temps, c'est évidemment clé sur des marchés concurrentiels qu'on n'aurait pas dû passer. Donc, multiplier les rencontres en privilégiant des clients potentiels, c'est pour moi le meilleur conseil pour accélérer justement la cristallisation du modèle d'activité future.
Et donc là, tu parles de faire valider quelque part l'offre, donc avec les bonnes features, avoir un retour. Sur le business model lui-même, est-ce qu'on peut demander aux clients, alors comment est-ce que vous aimeriez payer ce service? On peut leur demander, est-ce qu'on peut vous facturer par utilisateur par mois? Est-ce qu'on teste, on fait plusieurs tests et puis on voit quels sont les retours? Quelle est la meilleure façon d'affiner et d'optimiser en fait sa façon de multiplier ou d'augmenter ses sources de revenus? À la fois demander et à la fois tester. Donc, si on est sur un marché où il y a déjà un certain nombre de concurrents qui font des choses soit similaires, soit proches, il faut qu'on connaisse effectivement les habitudes du marché en termes de modèle de prix. Alors, pas forcément pour faire pareil, mais pour savoir ce que justement les clients, ce à quoi ils sont habitués. Donc, s'ils sont habitués à payer, je ne sais pas, on veut faire un outil de CRM, bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais il y en a beaucoup, mais peu importe, c'est une idée. Un outil de CRM ou de gestion des partenaires ou de gestion des leads, bon bref, un truc comme ça. Bon, là, il y a une grande habitude qui est, voilà, je vais payer par utilisateur, par mois. Donc, il faut avoir ça en tête. Parce que si on va avoir un client, qu'on lui dit comment vous voudriez payer, il va dire, moi, je veux payer une fois pour toujours et tout illimité, évidemment. Et c'est une possibilité, mais soit il va falloir faire payer ça extrêmement cher, soit il va falloir lui dire, oui, t'es mignon, mais du coup, mon offre, elle ne va pas être solvable. Je ne vais pas pouvoir vivre avec ça. Donc, il faut l'écouter. Il y a en général des clients ou des premiers clients un peu privilégiés qui vont être plutôt smart, qui vont dire oui, évidemment, je ne vais pas te demander, ça coûte 10 euros, tout est limité. Mais sache qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est que chez Salesforce, c'est par utilisateur et par mois, mais dès que je demande des trucs en plus, je paye en plus. En plus, j'ai plein de contraintes, je suis limité. Si je veux débloquer des API et des machins, il faut que je paye. Donc, ils vont pouvoir échanger, donner de l'information sur leurs habitudes d'achat, quelque part, et ils vont pouvoir, non pas fixer un modèle de prix, c'est pas eux de le faire, mais après, ils vont pouvoir donner des éléments qui vont permettre à l'entrepreneur de dire, OK, la concurrence, elle est là, soit je fais exactement la même chose un peu moins cher parce que je vais essayer d'être plus compétitif sur le prix, soit j'ai une offre qui est différente ou qui est meilleure, donc hors de question que je sois moins cher, je vais plutôt être plus cher, mais je vais garder le même modèle parce que les acheteurs, les directions des achats, là, si je vends des entreprises, ont vraiment l'habitude de ce modèle. Donc, si je leur sors un autre modèle, ils vont se dire, oh là là, je ne comprends pas, je ne connais pas, donc j'ai peur. En plus, tu es une petite boîte, donc vite. Donc, il faut aussi rentrer dans des modèles classiques si on est sur des comparables. Si on est sur des sujets complètement nouveaux, là, voilà, il y a une grande liberté, une grande créativité possible. Mais il faut faire valider ces idées par nos clients potentiels. Alors, valider, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il faut bien obtenir un feedback de clients potentiels qui vont pouvoir nous orienter par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'acheter, la façon dont ils ont l'habitude d'acheter et comment ils voient la valorisation de la nouvelle offre qu'ils pourraient acquérir. Alors, la validation par les clients, c'est une chose très utile, très pratique. Est-ce que tu conseillerais aussi de compléter ça par la validation des experts, par des coachs, et notamment par le fait de participer à des concours, demander des aides, des subventions, non pas uniquement pour le côté financier, mais aussi pour le fait d'avoir à formaliser ses idées, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un bon complément? C'est même un bon point de départ. C'est-à-dire que les coachs, ou en tout cas la vision que peuvent apporter des experts amis, ça va accélérer, ça va permettre d'aller plus vite sur les bonnes propositions. Parce que les coachs vont dire en disant, là, ce que tu as en tête, c'est pas assez cher, c'est trop cher, c'est trop récurrent, c'est pas assez récurrent. Ils vont avoir des idées parce qu'ils ont, eux, cette habitude et ce recul d'avoir vu plein de solutions, plein d'offres, plein de produits, et d'avoir vu les modèles de prix associés, et puis d'avoir vu justement ceux qui avaient réussi à se vendre, et puis ceux qui avaient beaucoup moins réussi à se vendre. Donc, c'est très important, et comme tu le dis, participer à des concours, ou essayer de remplir un certain nombre de dossiers comme ça va multiplier, ce que je disais au début, ça va multiplier les feedbacks, donc c'est très intéressant. Je dis juste qu'il faut mettre les feedbacks d'un client avec un poids encore un petit peu supérieur, parce qu'au final, c'est eux qui vont acheter. Mais les coachs vont permettre d'aller plus vite ou de moins se tromper en général justement dans ce qui va être proposé. Parce que c'est vrai qu'un client, on ne peut pas aller le voir 10 fois de suite en disant « Attends, j'ai une nouvelle offre, j'ai une nouvelle offre, j'ai une nouvelle offre. » Enfin, voilà, le client, il est sympa, mais il ne va pas passer non plus 10 heures
sur le sujet. Donc, il faut arriver déjà avec des choses un peu abouties, même si elles ne sont pas bien, même si au final le client dit « moi, je n'achèterai jamais ce produit ou ce service avec ce modèle de prix ». Mais les coachs vont aider justement à ce que la probabilité de rejet soit plus faible ou en tout cas qu'on aille plus vite vers des bons modèles. Donc oui, c'est une très bonne idée. Et effectivement, pas forcément pour l'argent, en tout cas pour ce qui concerne les concours. Voilà. Après, la complexité pour un entrepreneur, c'est de justement traiter ses retours. Voilà, s'il a ses coachs à l'incubateur, s'il a ses clients qui lui disent des trucs, s'il a je sais pas, sa famille qui a mis un peu d'argent dedans, qui a des idées, et puis il gagne 3 concours, et du coup, à chaque fois dans les concours, il gagne un peu d'accompagnement. Bon, après, c'est à lui de faire le tri en disant qui j'écoute le plus ou dans quel ordre je vais actionner les conseils. Des fois, ça peut être un peu compliqué, et puis après, on n'est pas dans un monde binaire, donc typiquement, on a déjà eu des débats à l'incubateur entre coachs, en disant bah là, ils devraient vraiment proposer leur service gratuitement parce que là, il faut vraiment qu'ils aient un client. Et puis, le gratuit, mais jamais de la vie, c'est interdit. Bon, voilà, on n'a pas tous les mêmes idées. Après, c'est l'entrepreneur, c'est son projet. Personne n'a le droit de lui dire quoi faire. On a tous le droit et même un peu le devoir de l'aider, de lui faire des recommandations, mais c'est lui le porteur de son projet. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la formalisation du projet. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la formalisation aussi du produit? Il existe des outils qui permettent de détailler, par exemple, l'apparence d'un produit, de générer un peu des ébauches de user experience. Et est-ce que c'est quelque chose aussi qui est important au début? Jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Oui, c'est important comme tu le dis, et c'est rarement quelque chose qu'on maîtrise bien, alors surtout quand on est un peu plus jeune. Donc là aussi, on va avoir besoin de se faire aider, parce qu'on peut avoir une super idée, mais si elle n'est pas bien packagée, entre guillemets, si on ne sait pas bien l'expliquer, si elle n'est pas visuellement ou si on... Enfin, la forme a beaucoup d'importance dans les premières étapes. Voilà. Alors évidemment, je ne parle même pas d'une couche de design sur une partie logicielle. Hein. Si c'est moche, les gens vont se dire c'est moche. Ah, ça peut résoudre des grands problèmes. Ouais, mais c'est moche. Voilà. Donc avec toute la subjectivité du c'est moche. Voilà. Mais déjà formaliser, travailler sur donc l'apparence au sens très large ou le design au sens très large, ouais, c'est assez clé. Et je pense que là, c'est vraiment une bonne idée d'aller chercher des personnes dont c'est le métier. Alors, que ce soit via l'incubateur, via les concours ou autres, mais parce que par contre, c'est des personnes qui vont être chères si on va essayer de les chercher directement en tant que prestataire. Mais tu as raison, c'est un point assez important. Et justement, quand on est au tout début de la démarche, bah, on commence rarement par ça. C'est déjà de résoudre des problèmes avant de les rendre beaux. Mais les deux vont contribuer à trouver les premiers clients. Est-ce que d'ailleurs tu penses qu'on peut aller voir des clients juste avec une ébauche graphique? Donc par exemple, si on est sur cette idée de CRM dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller voir un client, lui présenter le CRM sur des slides et lui dire voici comment ça va fonctionner, voici quel problème ça va résoudre? Est-ce que c'est important d'avoir un MVP ou est-ce qu'on peut même juste se contenter de ça pour commencer à avoir les retours, même avant de commencer à développer? Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il faut surtout faire ça. C'est-à-dire version slide, maquette visuelle sur un site web, cliquable, navigable ou même pas. Oui, oui, c'est important. On ne peut pas le montrer à tout le monde parce qu'une fois de plus, c'est pareil, c'est de l'engagement qu'on va demander à la personne avec qui on va passer du temps. Mais oui, oui, c'est indispensable. C'est vrai que si on est sur des sujets qui sont, on va dire, assez connus ou assez faciles à comprendre, le client potentiel va vite dire non, mais ton truc, là, ça ne sert à rien. Donc, on l'a eu, hein, malheureusement. Hein. Donc, une startup voilà, qui faisait un truc intéressant, mais si on regarde le truc, on se dit bah, en fait, ça a l'air sympa, mais tel que tu le présentes, ça ne sert à rien. Donc là, bon, en l'occurrence, il y avait les maquettes et c'était complètement développé. C'est super dommage. Parce que les maquettes auraient suffi. Parce que quelqu'un dise, tu as une bonne idée, mais la façon dont tu comptes voilà, la développer, la construire, ce n'est pas la bonne. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'achèterais pas. C'est pas ça, on ne peut pas dire qu'une idée n'est pas bonne ou mauvaise dans l'absolu, mais moi, je ne l'achèterais pas.
Donc oui, non, pour moi, il faut commencer par ça. Ça ne sert à rien de développer des choses très compliquées, sauf si l'offre qu'on vend, c'est une innovation purement technologique. Auquel cas, oui, là, il faut le MVP, c'est du code. Mais si on est sur un service logiciel en mode SaaS, par exemple, ben là, on fait du maquettage. Et c'est une mauvaise utilisation de son temps d'aller trop loin dans la mise en œuvre. Parce qu'il y aura de toute façon une grosse partie mise en œuvre, hein, pas de souci. On va s'éclater à faire du code si c'est l'idée. Mais oui, recueillir des feedbacks sur ce type d'éléments, c'est une bonne idée. Et il y a des, des success stories françaises. Je pense notamment à Criteo, voilà, qui a levé beaucoup d'argent sur 10 slides PowerPoint. Parce que l'idée est suffisante, est suffisamment, on va dire, originale, différenciante, innovante. Et en 10 slides, on comprend pleinement le concept et on s'en fout de la réalisation. Parce que ça n'est qu'une réalisation et ça se fera. Par contre, l'idée, le concept, le modèle de pricing, l'écosystème autour, voilà, voilà, c'est ça qui peut être le plus important, associé bien sûr à l'équipe, etc., etc. Mais on n'est pas obligé d'aller. C'est vraiment, moi, je trouve une erreur d'avoir le produit fini et ensuite on éprouve le marché. Parce qu'on a perdu 1 an et on se démotive. Ah, j'ai tout développé, il faut que j'en jette la moitié. Ben, c'est pas très sympa. Donc oui, le maquettage, c'est une bonne idée. Alors, une fois qu'on a présenté des maquettes à des clients, le risque peut être d'adapter peut-être un peu trop le produit à des demandes spécifiques de clients. Est-ce que tu peux juste nous donner une idée d'échantillons ou de diversité qu'il faudrait aller voir pour se dire, OK, on essaie de faire quelque chose au milieu. Le risque, c'est une fois de plus de répondre aux besoins de certains clients très spécifiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais là, il n'y a pas de réponse idéale euh, à part de multiplier les contacts. Parce que effectivement, c'est quand même très tentant. Donc, on voit souvent hein, les startups qui nous disent, bah, tiens, voilà, j'ai 5-6 prospects, mais il y en a un, c'est une très grosse boîte. Donc, j'ai quand même envie de me plier en quatre. En plus, elle me fait confiance. Elle veut bien payer 5 000 € pour un super proto. Voilà. Voilà. Mais elle veut comme ci, mais elle veut comme ça. Voilà. Et à la fin, même souvent, ça se termine. Et d'ailleurs, elle veut un contrat d'exclusivité ou racheter les sources. Ouais. Et là, du coup, on a tout perdu. Enfin, on peut plus, on va plus. Enfin, voilà. Donc, on aura trop orienté la solution pour un client. Et en même temps, on a besoin de ses premiers clients. Donc, la réponse, elle n'est pas évidente. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de multiplier les contacts éventuellement avec des typologies de prospects un peu différents. Donc, des grandes boîtes, alors si on va aux entreprises, hein, des grandes boîtes, des petites boîtes. Si on va aux particuliers, bah, des jeunes, des moins jeunes, je sais pas, trouver effectivement des segments un petit peu composites pour essayer d'en sortir quelque chose, soit qui serait utile à ces différents segments, ça c'est idéal. Soit on voit que non, ça ne marche pas, qu'il y a vraiment un segment qui est prépondérant. Et donc là, il va falloir multiplier les rencontres avec des gens qui rentreraient dans ce segment-là pour essayer d'éviter, de limiter des évolutions qui seraient vraiment trop liées à un client, ça c'est le pire, ou même une industrie ou une sous-partie d'une industrie, parce que on passerait spontanément d'un marché d'une taille X à un marché de niche. Euh, bon, ce qui peut être un choix, mais ce qui doit être un choix en tout cas souhaité. Voilà, c'est pas un problème. Moi, quand j'ai monté ma boîte d'expertise e-commerce, on était sur un marché, mais de niche, de niche, de niche, mais parce qu'on avait déterminé la taille du marché, parce que bien que ce soit un marché de niche, c'est un marché très rentable. Bon, bref, c'est un choix. Et de se dire au début, j'ai une super offre et puis je vais avoir 3 clients qui vont me le tordre, qui fait qu'au final, j'ai plus que 10 clients possibles. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est très compliqué quand on est dans le feu de l'action de s'en rendre compte. D'où l'intérêt d'avoir formalisé son offre et son modèle d'offre ou son modèle de prix et de le présenter régulièrement à des coachs, par exemple, mais à qui que ce soit, mais de façon régulière. En disant, tu vois, là, tu avais cette idée, elle était super, ce modèle de prix qui était sympa. Ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de déterminer. Ta taille de marché vient de diminuer drastiquement.
Donc, tu as plus de mal à lever des fonds. Ce n'est pas forcément une fin en soi. Tu as plus de mal à avoir beaucoup de clients. Ça, c'est une fin en soi. Et dans tous les cas, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est très subjectif comme concept. Tordre un produit, c'est aussi orienter un produit. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc là, je pense qu'il faut aider l'entrepreneur parce que c'est bien d'avoir plusieurs conseils ou plusieurs retours d'expérience sur l'évolution que la startup est en train de prendre. Alors, une fois que la startup a rempli le business model Canva, à quel moment est-ce qu'elle devrait écrire son premier business plan en bonne et due forme, vraiment prendre le temps de formaliser tout ça, d'en faire un document, rédigé? Est-ce que c'est un exercice qui est relevant avant de rencontrer des investisseurs? Moi, je pense que c'est foncièrement inutile, ou plutôt, on a besoin de piloter la trésorerie. Quand on est une startup, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est quand il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de startup. Hein, donc, il faut qu'il y ait de l'argent quelque part. Même si au début, on ne se paye pas, etc., il y a très peu de coûts. Oui, super. Mais à un moment ou à un autre, on a envie que les gens y restent, donc que les gens soient payés. Une grande étape. Et pour que ce soit payé, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Bon, bref, on a monté une boîte, quoi. Donc, on a besoin de faire et de suivre une version chiffrée, qui est un des éléments d'un business plan, hein, la partie purement financière. Celle-là, on en a besoin parce que, comme le disait mon associé, les dépenses sont certaines, les revenus ne le sont pas. Donc, il faut écrire ces dépenses, il faut les suivre, et puis il faut mettre en face les revenus espérés et réels. Ça, c'est une espèce on n'a pas trop le choix. Tout ce qu'il y a avant dans le business plan, c'est la version résumée va se trouver dans le business model Canvas. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable de faire ce grand dossier, sauf que c'est un passage obligé pour les concours, les levées de fonds. Donc, ou même les emprunts, on n'est pas obligé de lever des fonds. Donc, on va avoir besoin de formaliser ce type de document à l'occasion de ce type d'événement. Voilà, je postule à un concours, etc. Donc, ce document, en général, est différent d'un pitch de 10 slides. On s'attend tous au document de 40 pages, etc. Bon, donc moi, une fois de plus, je ne suis pas fan. C'est plus pour moi un passage obligé, à l'exception de cette partie chiffrée qui, elle, c'est le quotidien. Elle doit changer tous les jours, elle doit être suivie très régulièrement si on ne veut pas qu'à un moment on se dise « Ah, tout est génial, mais en fait, on n'a plus d'argent. » Parce que ça aussi, ça se rencontre. Et c'est voilà, les entrepreneurs qui disent bah là, il faut que je lève des fonds parce que j'ai plus de sous. Ça va rarement marcher. Voilà, là, je vais lever de fonds parce que je veux faire x10 sur mon activité. Ça marche bien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà une activité, un petit bout d'activité, hein, quelque chose. Et ce quelque chose, ça se suit, ça se trace et ça se suit. Mais c'est vrai, ce n'est pas un business plan, c'est l'annexe financière. Alors pour terminer, Olivier, est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils pour les entrepreneurs sur comment organiser, structurer leurs idées quand ils démarrent? Moi, je pense qu'effectivement, on a vu un certain nombre de choses aujourd'hui sur voilà, éprouver la proposition de valeur, recueillir beaucoup de feedback, travailler sur le modèle de prix. Dans les autres conseils, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit assez peu, qui est la définition, quand on démarre justement, d'indicateurs chiffrés que l'on peut suivre en interne, mais que l'on peut suivre aussi avec ses coachs, avec ses partenaires, voire avec ses clients, mais c'est peut-être un peu moins relevant, et d'avoir quelques indicateurs clés qui permettent de se dire ça va pas, ou ça va mieux, je suis en train de croître. Ça peut être un indicateur clé sur le nombre de rencontres, sur, bon, évidemment, le nombre de clients ou le chiffre d'affaires, mais ça, voilà, ça c'est un petit peu après, ça c'est quand on y est, c'est génial. Mais d'avoir effectivement des objectifs qu'on a définis par exemple avec nos coachs, et puis d'avoir des indicateurs clés chiffrés, réalistes, atteignables, etc., des objectifs, quoi, pour qu'on se dise je suis dans une bonne direction ou je suis en train de
de mourir doucement. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les conseils qu'on donne dans les sessions de coaching, il y a vraiment souvent de se dire, il faut s'ouvrir à d'autres choses, il faut, OK, là, ça ralentit un petit peu, donc il faut aller peut-être trouver d'autres segments de clientèle. Vous aviez défini une cible, pourquoi vous n'iriez pas un petit peu à côté? Et ça, on peut essayer de le suivre avec quelques indicateurs clés qui peuvent aussi redonner de l'énergie aux porteurs de projets. Donc, ils ont défini leur offre, leur pricing, ils ont commencé à réfléchir à la composition de l'entreprise, aux ressources, etc. Mais des fois, tout ça est bien fait, tu vois, mais ça se ralentit. Ouais, bah là, on n'a pas vu grand monde. Là, le POC qu'on nous a demandé, bah, finalement, il est repoussé à l'année prochaine. Voilà. Et je ne parle même pas de période actuelle, hein, je parle sur les années précédentes. Donc, d'essayer de dire, raisonnons par objectif. On se donne des objectifs tous les 2 mois et on essaye de bien les suivre. Et ça oblige l'entrepreneur, enfin les associés, à se poser de nouvelles questions. Ça oblige à, quelque part, ils sont redevables, mais c'est évidemment très vertueux, hein, justement, de remettre un peu en cause très régulièrement tout ce qu'on a défini dans le business model. Donc, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on vend. La proposition de valeur, elle peut évoluer tous les mois. C'est pas évoluer un petit peu par itération. Tous les mois, c'est pas choquant. Voilà, elle peut même carrément pivoter. Mais pour ça, il faut donner du temps. Il faut que les entrepreneurs allouent un petit temps récurrent pour se reposer ces questions. Ce qui, une fois de plus, quand on est la tête dans le guidon, n'est pas du tout une évidence. L'évidence, c'est d'aller développer, ce qui n'est pas donc plus ou moins une bonne idée, ça dépend des cas. Et de voir des clients, bon, ça reste souvent une très bonne idée, mais pas forcément de s'enfermer. Ceux qui me disent, j'ai revu ce client 10 fois, mais j'en ai vu aucun autre. Bon, ça peut être super ou pas, ça dépend vraiment du contexte, mais voilà, ce point de rencontre, donc ce qu'on fait très bien à l'incubateur, mais ce qu'il faut faire quoi qu'il arrive, voilà, c'est très régulièrement de suivre des objectifs qu'on se fixe, qui soient atteignables. Hein, c'est pas devenir la licorne dans un an, ça c'est compliqué. Voilà, et dire je dois avoir tant de prospects ou clients, je dois avoir tant de partenaires, je dois avoir écrit ou mis à jour mes indicateurs ou mon modèle de prix, ou même avoir mieux défini ou raffiné ma segmentation client, ou les canaux ou la relation que je vais avoir avec eux. Ça, vraiment, c'est une bonne idée de raisonner par objectif et de suivi d'objectifs. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes entrepreneurs. Merci Tanguy, je le souhaite vraiment. Bon courage à toutes et tous, chers entrepreneurs.